journée spéciale patrimoine et placement sur BFM Business. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On reprend le fil de nos ateliers débat avec le PEAR pour plan épargne retraite. C'est le dernier né des placements. Il n'a qu'un an d'existence. Eh bien, à l'occasion justement d'un premier bilan sur cette formule fiscalement avantageuse et complémentaire du système de pension classique, mais aussi d'autres enveloppes fiscales de placement, d'autres solutions comme l'assurance vie ou le PEA. On en parle tout de suite avec nos trois invités, toujours à l'occasion de cette journée spéciale patrimoine et placement BFM Business. Jérémy Tubiana, bonjour. Bonjour Vincent. Responsable de la distribution France Lyxor ETF. En quelques mots, Lyxor ETF. Société de gestion, filiale à 100% de la Société Générale et leader en France sur le marché des ETF. Avec nous également Pascal Perrier, directeur des réseaux CGPI des courtiers et e-business de BNP Paribas Cardiff. Bonjour à vous. Bonjour. Un petit mot de Cardiff au sein de BNP Paribas. BNP Paribas Cardiff, c'est la compagnie d'assurance du groupe BNP Paribas. Nous sommes présents dans 33 pays. Et nous travaillons avec le monde des CGP depuis maintenant 37 ans. Nous travaillons avec 2000 CGP, donc on a une longue histoire avec ce métier. Et juste à côté de vous, Julien Serraki. Bonjour Julien Serraki. Bonjour vous êtes président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Combien d'adhérents? Qu'est-ce que ça représente? On a 1700 sociétés, plus de 3000 adhérents. On est les numéros 1 sur le monde des CIF CGP dans les associations agréées par l'autorité des marchés financiers. Voilà, les présentations sont faites. Je vous rappelle, à vous qui nous regardez, que vous pouvez à tout moment poser vos questions en chat et ce sont les collaborateurs de nos invités qui y répondront en temps réel. On commence cet atelier débat avec la question des retraites, les enjeux justement de cette question des retraites, une question centrale pour mieux comprendre pourquoi le PER a été créé. Pascal Perrier, elle va de plus en plus se poser cette question des retraites. Elle se pose déjà depuis un certain temps et depuis un certain nombre d'années avec les différentes lois sur les retraites qui ont émaillé, l'histoire récente. Je voudrais juste redonner quelques points de contexte. Si vous regardez les prévisions du COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, qui prévoyait, parce que les chiffres sont en train d'être perturbés avec la baisse des rentrées de cotisation qu'on subit aujourd'hui et qu'on va subir, les déficits sont au-delà de 25 à 30 milliards par an à partir de 2025. On voit qu'il y a un creusement un décalage de la pyramide démographique avec un vieillissement de la population, pratiquement un doublement tous les ans de l'arrivée des personnes vers les 60 ans, donc qui vont partir à la retraite et moins de jeunes. Donc on a ce déficit qui est en train de se combler. On voit que le nombre d'actifs par retraité est en train de baisser constamment et là on arrive sur des niveaux de 1,7. Donc si vous voulez, on a juste un sujet majeur. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que ce sujet majeur aujourd'hui, il est en train d'être, compris par les Français. Quand je dis compris, ils ont absorbé le fait que le sujet de la retraite était un vrai sujet prégnant, un vrai sujet de société, et que plus personne pouvait passer à travers, et plus personne pouvait y couper. Donc dans ces conditions, si vous voulez, je crois que chacun d'entre nous a compris qu'il pouvait de moins en moins, je ne peux pas dire plus du tout, mais de moins en moins compter sur les retraites d'un État-providence, mais qu'il fallait que tous, individuellement, on prépare... Qu'il y ait autre chose à côté, qu'il y ait autre chose à côté. Autre chose à côté, voilà. En prévoyant. En le prévoyant. Donc jusqu'à présent, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais jusqu'à présent, les Français investissaient en majorité sur l'assurance vie, puisque il n'y a pas de fonds de pension à la française. Donc le contrat d'assurance vie, je rappelle que 2/3 des Français possède un contrat d'assurance vie. Donc c'était le véhicule de préparation. C'est 1800 milliards d'euros? C'est 1800 milliards, un tout petit peu moins aujourd'hui, mais un petit 1800 milliards d'euros. Ouais. Voilà. On va poursuivre. Jérémy Tubiana, parmi vos clients qui s'adressent à vous, Lyxor ETF, il y a vraiment cette question des retraites qui est prégnante. C'est vraiment un objectif qui revient... En fait, il y a une vraie prise de conscience de manière générale et on le ressent et on l'a encore plus ressenti cette année, qui était une année finalement d'opportunité pour rentrer sur les marchés financiers. Cette prise de conscience que, par exemple, pour un cadre, le cadre va perdre quasiment 50% de son salaire au moment du départ de sa retraite. Historiquement, finalement, on pouvait se contenter d'investir sur un fonds euro ou un livret A qui rémunérait 4-5%. On arrivait à peu près à combler ce gap. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si on veut garder
un niveau de pouvoir d'achat à peu près équivalent, il faut faire quelque chose. On peut investir sur l'immobilier, c'est quelque chose qui est assez... Exactement. Ou alors, on peut investir sur les marchés financiers. Et là, il y a une deuxième prise de conscience très intéressante, c'est que finalement, la bourse n'est plus du tout perçue comme un investissement à court terme. Et finalement, comme ça, tout d'un coup. Ça a été progressif quand même. Ça a été progressif, évidemment, mais ça a été progressif à mesure que la rémunération des livrets sécurisés ont baissé. Et ça a été aussi progressif dans le contexte où on doit préparer sa retraite. Et comme je disais tout à l'heure, on a eu énormément de sollicitations d'investisseurs particuliers cette année. Baisse des marchés financiers, moins 30, moins 40% pour certains marchés indices boursiers. Et là, beaucoup d'appels. Bonjour, on aimerait investir sur les marchés financiers, pas pour faire un coup, mais pour préparer ma retraite ou préparer mon avenir ou mes projets sur des horizons d'investissement beaucoup plus longs. Et là, c'est vraiment intéressant et les ETF s'inscrivent complètement dans cette logique. On va rappeler ce que sont les ETF, bien sûr, parce que tout le monde ne sait pas forcément. Julien Serraki, les CGP, on leur demande de plus en plus, leurs clients leur demandent de plus en plus des solutions dans la perspective de la retraite. Exactement, je m'inscris dans le chemin et l'analyse qu'ont fait Pascal Perrier et Jérémy Toubiana. Il y a cette question de la retraite par capitalisation dont on entend parler depuis plusieurs années. Le PER, c'est l'aboutissement de cette retraite par capitalisation. Et d'un autre côté, il y a une volonté des clients de préparer leur retraite. Donc évidemment, comme les produits retraite sont des produits que je trouve absolument excellents, le PER, on va certainement en parler, mais ce sont des produits aussi qui sont sophistiqués. Donc comme ils sont sophistiqués, on a besoin d'avoir le conseil d'un conseil en gestion de patrimoine pour nous guider dans cette jungle des différents produits qui existent. Et à l'intérieur des produits, il y a aussi des dizaines, voire des centaines de fonds qui sont disponibles ou d'ETF. Et évidemment, il faut savoir les choisir en fonction de sa situation. Alors déjà, ce PER, Pascal Perrier, comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il apporte? On va essayer de rester simple. Alors, ce PER, déjà, il a été mis en œuvre par la loi Pacte. Donc, la loi Pacte, c'est la loi qui doit favoriser l'investissement dans les entreprises en France. Bon. Et donc, le gouvernement, sur la base de ce qu'on s'est dit sur le sujet des retraites, a lancé l'an dernier, donc il est sorti au 1er octobre, le PER1, le PER individuel, plan épargne retraite individuel, l'an dernier au mois d'octobre. Et en fait, il vient en complément, on verra les détails peut-être, mais on oppose souvent le PER à l'assurance vie, mais en fait, il vient en complément et c'est un véritable outil pour préparer sa retraite. Alors, il a un certain nombre de caractéristiques, mais il a surtout deux atouts majeurs par rapport au PERP, au Madelin, qui était... Il y a le Madelin, le PERP, il y a le PERP, qui était... Il prend le relais de ça ? Qui était les prédécesseurs. Il prend le relais, puisqu'il vient se substituer quelque part sur les nouveaux investissements. Et donc, il a deux atouts majeurs. Le premier, c'est qu'il permet, au moment de prendre sa retraite, de sortir en capital, ce qui n'était pas le cas du PERP, puisque je rappelle que le PERP, vous ne pouviez sortir qu'à 20% du capital et le reste, c'était en rente. Et je rappelle l'aversion des Français pour la rente. Enfin, tout le monde préfère avoir son capital au moment où vous sortez, parce que vous savez ce que vous en faites. Donc, il y a un rejet de l'effet tunnel. Donc, ça, c'est vraiment une vraie innovation. Et la deuxième innovation, on dit souvent que pour qu'un produit marche en France, il faut mettre un petit peu de fiscalité. Ouais, une carotte fiscale. Une carotte fiscale. Et là, le PER1 vous permet, si vous voulez, d'avoir un abattement fiscal. C'est-à-dire on met 100 dans son PER1. Vous mettez 100 et vous pouvez déduire de votre revenu imposable en fonction de votre TMI. Mais il y a une fiscalité quand on en sort. Mais vous avez la fiscalité. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous avez la fiscalité à la sortie parce que lorsque vous sortez votre capital, il rentre dans votre assiette de revenus. Julien Serraki, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans dans ce Je pense PER, que le côté de placement le côté fiscal est intéressant parce qu'il faut être finalement conseillé à l'entrée. C'est pas en fait pour tout le monde le PER individuel, en tout cas dans sa version pour les particuliers. Parce que comme Pascal l'a dit, ça dépend de votre taux marginal d'imposition. D'accord. Mais on y reviendra là-dessus quand on comparera par rapport à l'assurance vie et au PEA par exemple. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors dans les PER1, on retrouve un petit peu ce qu'il y a dans les contrats d'assurance vie. C'est-à-dire qu'essentiellement, on retrouve un fonds euro, généralement, une liste d'unités de compte et désormais des ETF. Voilà. Et vous avez des solutions ETF qui sont spécifiques pour ça ou qui vont aussi dans les assurances vie? Alors, c'est pas du tout spécifique, justement. C'est des produits qui sont adaptés à tout type d'enveloppe. Mais effectivement, on a été très sollicité par les distributeurs, les assureurs, les plateformes de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, des courtiers en ligne, des banques en ligne, pour intégrer des ETF dans les nouveaux PER. Alors après, la grande question, c'est quel type d'ETF? Et là, on s'est efforcé à intégrer des ETF vraiment très simples. D'accord ? Il y a beaucoup de nouveaux investisseurs, donc pas besoin d'aller dans la... Alors les ETF, déjà, l'avantage, c'est que
C'est assez simple à comprendre, finalement. Alors, ça réplique des indices, voilà. Alors l'ETF, c'est quoi? C'est un fonds très simple et très transparent pour l'investisseur particulier. Son objectif de gestion, c'est de répliquer à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice boursier. Donc ça peut être le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500, avec les dividendes. Point très important. De ce fait, les frais de gestion d'un ETF sont très faibles. Ils sont de l'ordre de 0,3% par an. Que l'on peut ce qu'on appelle la gestion passive. C'est exactement ça. Et que l'on peut comparer à de la gestion dite active, où les frais de gestion sont plutôt de l'ordre de 2%. Qu'est-ce que ça veut dire, cet écart? Concrètement, toutes choses égales par ailleurs, un ETF démarre l'année avec à peu près 1,70% de frais de moins, et donc de potentielle performance en plus par an. Concrètement, dans une enveloppe comme le PER, la différence est très importante. Le PER, c'est une enveloppe d'épargne long terme, très long terme, on prépare sa retraite. L'économie qui peut être faite sur les frais est très importante. Pour vous donner un petit chiffre, 2% de frais sur un fonds actif, ça représente quasiment 30% de la performance à la fin sur 20 ans. Donc c'est quand même conséquent. Les fonds actifs, les frais d'un fonds actif bouffent 30% de la performance d'un marché. Le type d'ETF qui va le mieux dans les PER, en tout cas ceux qui sont le plus demandés par les clients, vos partenaires en tout cas, les clients de vos partenaires. Alors, quels sont-ils? L'avantage avec un ETF là aussi, c'est qu'on peut investir sur ce qui nous parle. Et ce qui nous parle, c'est les fleurons de notre économie française, c'est le marché américain, le marché mondial, etc., etc. Donc finalement, on a simplement intégré les références du marché, du CAC 40, du S&P 500, du Nasdaq. On commence à avoir des demandes assez importantes sur des ETF ESG, tout ce qui est environnemental, social et de gouvernance. Et donc vraiment, c'est du vrai basique. On revient au basique, notamment parce que on a de plus en plus de nouveaux investisseurs, de nouveaux épargnants, des millennials, qui veulent investir notamment dans le PER et qui veulent investir sur ce qui leur parle. Pascal Perrier, une tendance en termes de demande de la part de vos clients pour nourrir leur PER, il y a une tendance particulière ou... On voit surtout... Est-ce qu'ils veulent mettre de l'immobilier? Est-ce qu'ils veulent mettre de la bourse? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre? Alors, ce qu'on voit surtout, et je souscris tout à fait à ce que dit Jérémy, c'est que les clients ont compris que c'était de l'épargne longue. Et j'allais dire que là, l'épargne longue a retrouvé toutes ses lettres de noblesse, quelque part, avec un produit de ce type-là. Et en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que les clients vont vers des unités de compte. C'est-à-dire vont sur des produits un tout petit peu plus risqués, en tout cas plus risqués que le fonds général, qui, je rappelle, jusqu'à encore 1 an et demi, pouvait pour certains paraître comme étant l'alpha et l'oméga de l'investissement. Mais donc les clients ont bien compris qu'une allocation long terme pouvait permettre de prendre plus de risques, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des ETF sur des indices, et que de toute façon la performance se construisait dans le temps. Quand on dit retraite, ça dit long terme. Et là, les gens comprennent tout de suite. Vous avez forcément un produit qui est fait pour ça, et vous ne pouvez sortir de votre PER qu'à partir du moment où vous êtes en âge de prendre la retraite. Sauf quelques cas particuliers, si vous voulez. Mais donc, c'est vraiment un produit, au moment où vous l'achetez, contrairement à l'assurance vie, vous pouvez faire de la liquidité au fil de la vie du contrat. Le PER, vous savez que vous le prenez jusqu'à la retraite et que vous ne pouvez pas en sortir. Donc les gens n'hésitent pas à investir sur la bourse, sur les marchés financiers. Mais on le voit bien, nous on a des taux d'unité de compte qui sont très élevés sur le PER et plus élevés que sur l'assurance vie. Donc on voit bien le shift des clients. Julien Serraki, vous voyez la même tendance? Oui, tout à fait. Nous, on le voit, on est en direct au contact avec les clients, bien entendu. Donc, on voit bien que les gens sont sensibles à un discours qui est différent quand on parle de retraite, parce qu'on part tout de suite d'horizons de long terme. Et donc, les gens comprennent parfaitement que sur le long terme, on peut prendre plus de risques que quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans devant soi, avant d'avoir à utiliser une somme qu'on a placée. Donc, ils comprennent parfaitement que sur 20, 25 ans, 30 ans, on peut même être à 100% en unité de compte action, que ça pose aucun problème, et puis que plus on va se rapprocher de l'âge de la retraite, plus on va sécuriser peu à peu. C'est aussi simple que ça. Et pour compléter ce que dit Julien, il y a ce que vous appeliez la carotte fiscale, et donc une incitation à investir régulièrement, tous les ans. Et bien finalement, on se rend compte qu'investir régulièrement sur les marchés financiers, parce que c'est ça, ça permet de réduire notamment le risque. Ce qui est conseillé pour toute forme on lisse la performance, exactement. Donc, c'est tous les mois qu'il faut investir. Exactement. Voilà, moi, je postule pour investir tous les mois. Je me demande pourquoi c'est même pas obligatoire, mais bon.
peut-être qu'un jour ça le sera. Comme le masque. Mais en tous les cas, voilà, c'est peut-être un jour ça viendra. Mais en tous les cas, investir tous les mois permet de lisser les risques. Et un des gros sujets aussi qui faisait peur aux Français, c'était la bourse, ça fait peur. J'investissais tout mon argent d'un coup. Si ça baissait, ne ça me surtout faisait pas peur. investir par Là, le à-coup, PER régulièrement. va inciter les épargnants Donc français ça va investir tous éduquer, les mois. vous pensez, les Je pense épargnants que ça français va complètement éduquer. On a vu que cette tendance finalement qui arrive entre guillemets en France, on l'a vu déjà aux États-Unis, on l'a vu déjà, on la voit en Allemagne, en Grande-Bretagne, et finalement le PER va accompagner cette éducation financière qui manquait peut-être un petit peu et qui va inciter les Français à investir plus simplement. Bilan de ce PER au bout d'un an, un petit peu plus d'un an, vous l'avez rappelé, octobre 2019. Il est très demandé, enfin je veux dire, les gens le comprennent et vous en demandent du PER, où ça monte petit à petit en puissance. Alors il se vend très bien. Ouais. Je pense pouvoir parler pour le marché parce qu'on a des chiffres FFA et qui montrent que tout le monde le vend très bien. Je crois que c'est un produit qui a été bien conçu. Là, il faut dire que le gouvernement a fait carton plein. C'est un produit qui est bien conçu. Encore une fois, qui comporte les éléments structurels d'une réussite, la fiscalité et la sortie en capital, et qui permet aux gens effectivement d'investir sur le long terme avec moins de réticence que ce qu'on pouvait voir auparavant. Donc c'est un produit qui est réussi, c'est un produit qui marche bien. Je pense qu'il aurait pu encore mieux marcher s'il n'y avait pas eu le Covid, parce qu'on voit une grosse épargne aujourd'hui de précaution. Les gens se disent, je vais garder la liquidité. Il y a presque 100 milliards sur les... On a du mal à orienter sur les comptes. Donc c'est un peu compliqué de dire, je vais l'investir sur 30 ans, mais le produit marche très bien. Et puis encore, tous les établissements financiers encore ne le proposent pas. Enfin, les grandes banques le proposent. Mais ce n'est pas encore très très répandu peut-être, non Julien? Oui, parce qu'il faut comprendre que le PER est un produit qui est à la fois pour tout le monde, mais pour tout le monde si on est bien conseillé, parce que c'est des produits qui sont sophistiqués. Donc par exemple, la réduction de la base imposable, pour qui, pourquoi, comment, la sortie en capital. Alors, pour quel type de profil d'épargnant il est surtout recommandé ce donc, PER? À l'origine, il est fait pour les particuliers et pour les professions libérales. Et on va le voir plus tard, il va se développer... C'est le dispositif précédent. Enfin, Tout à fait, c'était l'ancien PERP et l'ancien Madelin. Et puis, il va se développer aussi en remplacement des PERCO pour les entreprises. Ça, c'est une nouvelle forme de PER qui va bientôt être sur le marché. Donc, quand on fait du PERP ou du Madelin, il faut se poser la question de la réduction de la base imposable. Si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition, et là, je dis attention à nos téléspectateurs, c'est pas le taux moyen d'imposition, c'est différent. La tranche marginale, c'est la dernière tranche dans laquelle vous êtes imposé. Si vous êtes dans la tranche à 41%, vous avez finalement plus de gains quand vous investissez dans votre PER que si vous êtes dans la tranche à 5,5%. J'ai un exemple très simple. Dans la tranche à 41%, quand je mets 100 € dans un PER, finalement, ça va me coûter que 59 €, puisqu'on me déduit 100 € de base imposable qui est taxé à 41%. Si je suis taxé dans la tranche à 5,5, ça me coûte 14,5. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de conseil sur le PER et que je pense que c'est pour tout le monde, mais pour tout le monde, conseillé. L'avantage est d'autant plus intéressant qu'on a des revenus importants en termes salariaux, Exactement. Du moins. Que le taux marginal est élevé. Que le taux marginal global d'imposition. Jérémy, vous voulez rajouter quelque chose? Non, effectivement, c'est important d'être conseillé, c'est un point très important. On a des appels en direct de clients particuliers. Alors, évidemment, on ne fait pas de conseils, on n'a pas du tout cette prétention. Et on renvoie souvent vers des conseillers en gestion de patrimoine avec qui on travaille, donc notamment la CNCGP. Mais effectivement, faut avoir du conseil. On a eu beaucoup d'appels, des gens qui veulent, des investisseurs qui veulent simplement acheter. Les gens qui vous appellent. Ils veulent soit se débrouiller tout seuls, acheter un MSCI World, donc ce que j'appelle le CAC 40 du monde tous les mois dans son PER, vraiment de manière très simple. Ils ont à peu près compris comment ça marchait, donc ils veulent alimenter leur PER de manière très simple. Soit effectivement, ils veulent aller un peu plus loin, avoir une gestion conseillée. Alors elle peut être par exemple pilotée, on a développé des gestions pilotées à base d'ETF, exactement, ou alors ils vont vouloir être conseillés tout simplement par un conseiller en gestion de patrimoine, donc on voit vraiment de tout, mais en tous les cas il y a cette tendance de fond, chez nous en tous les cas, on recherche des produits simples, on recherche des produits transparents, des produits qu'on va comprendre, et on cherche des produits également à frais réduits. Et dans cette optique de pair, ça fait vraiment beaucoup de sens encore une fois. On va voir comment ce PER justement s'inscrit dans une stratégie patrimoniale globale, puisqu'on se pose la question, PER complément idéal, alors complément idéal bien entendu des systèmes de pension, puisqu'il va bien falloir les compléter ces pensions, et puis peut-être d'autres formes de placement.
Pascal Perrier, vous diriez que ce PER, il va finalement devenir incontournable dans les années qui viennent, mais il devra aussi avoir sa place à côté d'autres formes de placement déjà existantes. Si on reprend l'exemple de l'assurance vie qu'on évoquait tout à l'heure, qui représente, on l'a dit, 1800 milliards d'euros d'encours et qui est présent dans les 2/3 des patrimoines des Français, moi je dirais que les deux produits sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'éviction. S'ils visent effectivement une clientèle, et en tout cas des objectifs patrimoniaux différents. On vient beaucoup de parler du PER1 qui vise vraiment un objectif patrimonial vers la retraite. D'ailleurs, les conditions, si vous voulez, de sortie, de fiscalité en cas de décès ne sont pas les mêmes que celles de l'assurance vie. L'assurance vie, vous avez un avantage sur le PER1 qui est la liquidité à tout moment, que le PER1 n'a pas. Quand vous rentrez sur le PER1, c'est vraiment un outil pour la retraite. L'assurance vie, c'est un produit avec une visée plus patrimoniale, plus de transmission. Et donc, les deux, si vous voulez, ont des vocations différentes, ont des fiscalités qui sont différentes et ont des fiscalités à la transmission qui sont différentes. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas opposer ces deux produits. Un ménage peut très bien avoir un contrat d'assurance vie et un PER1 pour préparer sa retraite. Encore une fois, je dirais même qu'il faut avoir les deux. Des assurances vie, on peut en avoir autant qu'on veut. Tout à fait. PER1, non, c'est... Des PER1, individuel. Non, mais vous pouvez avoir autant de contrats PER1 que vous le souhaitez. On peut avoir autant de tout contrats aussi. Oui. Et il y a même des passerelles, Julien, entre l'assurance vie et le PER1. Oui, tout à fait. Il y a des passerelles, mais au-delà des passerelles qui sont vraiment des cas particuliers, dans certaines conditions. Et avant une certaine date, je crois. 2020. Et avant une certaine date, exactement, qui va bientôt se terminer. Ouais. Je voudrais revenir sur ce que disait Pascal. Ouais. Il a tout à fait raison. Ce n'est pas deux produits qui sont en opposition. Nos clients ne viennent pas nous voir en nous disant j'ai tant à placer, est-ce que je le mets sur le PER1 ou est-ce que je le mets sur le contrat d'assurance vie? C'est une complémentarité parfaite. La question ne se pose même pas. La question se pose même pas. Ils sont parfaitement complémentaires. L'un répond au financement de la retraite, l'autre répond au placement de sommes que vous avez déjà épargnées, déjà constituées. Voilà. Et encore une fois, le taux marginal d'imposition est important. C'est-à-dire que si un client qui est à taux marginal de 14% peut très bien investir dans l'assurance vie, mais on ne va pas lui conseiller d'investir sur un PER1 s'il est sur un taux marginal à 14%. C'est-à-dire que ça ne lui apportera rien du tout d'avoir un PER, ou est-ce que l'intérêt sera limité? L'intérêt sera limité. Par rapport à l'assurance vie, l'intérêt sera limité. On ne peut pas dire que ça ne lui apporte rien. C'est pour ça que je dis qu'il faut du conseil personnalisé, parce qu'en fonction de la situation de chacun, on peut trouver un intérêt à ouvrir un PER, même quand on est dans des tranches d'imposition qui sont faibles. Il y a un montant maximal qu'on peut mettre dans oui, il y a des plafonds dans les PER qui dépendent de vos revenus professionnels. On va dire, grosso modo, c'est 10% de vos revenus professionnels. Jérémy Tubiana, sur cette complémentarité. Alors, effectivement, le PER vient vraiment compléter l'offre existante. Alors, il y a le PEA historiquement qui était peu utilisé, mais nous, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus utilisé. La loi Pacte a vraiment aidé avec la réduction des frais de transaction notamment, et la fiscalité qui est vraiment très avantageuse sur le PEA. Il y a l'assurance vie qui est, en plus de tout ce qu'ont évoqué Julien et Pascal, c'est la souplesse des avoirs qu'on va avoir dans son assurance vie. On n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la retraite pour disposer de son argent. Et il y a effectivement cette retraite, ce PER qui vient compléter avec cette fameuse carotte fiscale. Et dans ce contexte, on s'aperçoit finalement qu'on a envie de se dire que l'ETF, c'est un peu le miroir du PER. Pourquoi ? C'est un investissement à long terme. Donc, investir sur les marchés financiers, c'est du long terme. On l'a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on dit toujours. C'est Exactement. Au moins pour 5 ans. Minimum 5 ans. Deuxièmement, on a le fait d'investir régulièrement. Investir sur les indices boursiers régulièrement, ça fait encore plus de sens pour notamment réduire les risques. Et ensuite, l'idée de capitaliser sur sa retraite sur le long terme, la réduction des frais des ETF vient pour justement apporter cette réponse au sein du PER. Donc, on a vraiment avec ce PER, cette superbe innovation qu'a développé le gouvernement pour accompagner, encore une fois, les épargnants français dans leur démarche d'épargne et de préparation à la retraite à côté du PEA, à côté de l'assurance vie. Et juste pour compléter ce que dit Jérémy, ce qu'on peut mettre dans le PER, on peut y mettre tous les types d'actifs. On peut donner un peu plus de détails, parce qu'on est passé assez rapidement là-dessus. Effectivement, donc c'est un produit qui est extrêmement souple en termes d'actifs, parce qu'on peut mettre dans le PER1 tous les actifs qu'on peut mettre dans l'assurance vie. C'est-à-dire que là, vous avez un choix... Ni plus, ni moins. C'est un choix qui est extrêmement large. Vous pouvez mettre de la pierre papier, vous pouvez mettre des ETF, vous pouvez mettre de la gestion déléguée, vous avez des fonds investis sur des marchés non européens.
Tout parce à fait. qu'on parlait du PEA Oui, tout à l'heure. Par exemple, je ne veux pas parler de Cardiff, mais nous, dans notre Perrin, on a accès à 900 fonds. Et on va encore les ouvrir avec la deuxième version du Perrin qui sera lancée en avril. Et ce qui est intéressant, c'est que ton Perrin que je connais, c'est en fait le jumeau de ton contrat d'assurance vie. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes fonds dans le contrat d'assurance vie de Cardiff et dans le Perrin de Cardiff. Ils ont dupliqué le contrat en Perrin, en fait. Donc ça ouvre, si vous voulez, un vaste champ des possibles, à la fois dans la gestion passive, mais aussi dans la gestion active. Je comprends que Jérémy défende la gestion passive, mais la gestion active, ça marche bien aussi. Et donc on a accès à des centaines de fonds, par exemple, dans le cas du contrat de Cardiff. Et donc, évidemment, on peut faire des choses extrêmement personnalisées, extrêmement sophistiquées. Et vous voyez bien la complémentarité entre le Perrin et l'assurance vie. Et on va se mettre dans le contexte de cette crise sanitaire qui apparemment n'est pas finie. Vous me disiez en préparant cette émission, Jérémy, que finalement ça n'avait pas détourné les épargnants de la bourse, bien au contraire. Sur la partie ETF, en tous les cas, on a pu constater un accroissement assez important des encours ETF de manière générale en Europe, notamment en France, quand on fait le bilan auprès des assureurs et ou alors dans des enveloppes type PEA, sur nos ETF PEA qui permettent justement d'ouvrir le champ de la zone européenne. Oui, parce qu'on peut avoir des ETF investis sur des marchés extra-européens, par exemple sur les actions américaines. Exactement. Dans un PEA. Exactement. Et là, on constate, dans toutes ces enveloppes combinées, on a des taux de croissance entre 20% et 100% auprès de certains assureurs. Doublement. Effectivement. Donc c'est assez important. C'est une année exceptionnelle. Effectivement, on s'attendait en début d'année avec la baisse des marchés à ce que les clients, comme effectivement un ETF réplique un indice boursier, quand les marchés perdent 40%, on s'est dit tout le monde va être un peu paniqué. Au contraire, ils ont vu vraiment une opportunité d'investissement. Parce que peut-être à la différence de la crise des subprimes, on ne savait pas ce que c'était les subprimes. Là, le Covid, on arrive à peu près à l'identifier. C'est compliqué tous les jours. Mais on arrive à comprendre que c'est un virus. On l'espère, ça va passer. Quand on n'en sait rien. Mais quand on voit le marché baisser de 30%, on se dit il y a une opportunité d'investissement. Pas encore une fois pour faire un coup. Et ça, c'est apparu assez vite. Pendant le premier confinement, on avait dans l'actualité des infos selon lesquelles les courtiers en ligne ouvraient de plus en plus de comptes. Qu'est-ce que ça a changé dans le comportement de vos clients, cette crise du Covid? Ils sont devenus... alors apparemment non, ils aiment toujours le risque, mais je ne sais pas, par rapport à l'immobilier, ils ont fait des arbitrages? Alors, ce qu'on a vu, effectivement, je parle du premier confinement, parce que le deuxième a été plus calme en termes de prise de position sur les marchés, ou en tout cas en termes de switch fort. On a vu des clients qui n'étaient pas paniqués. Et on en a beaucoup parlé avec Julien. Les clients... justement, se disaient, bon, c'est ok, c'est un virus, on va garder notre calme parce qu'une bourse qui baisse de 40%, derrière, ça va remonter. Et on a vu beaucoup de comportements opportunistes où les clients cherchaient finalement les points d'entrée dans les marchés. Et ce qui est le deuxième point intéressant, c'est que quand les clients sortaient, faisaient de la liquidité, parce que certains d'entre eux avaient besoin, enfin des commerçants avaient besoin de liquidité à ce moment-là, ils ne sortaient pas la liquidité sur les indices boursiers, ou sur les unités de compte, ils sortaient la liquidité sur le fonds général. Donc on voit bien sur le fonds euro, on voyait bien qu'ils pensaient donc que les marchés avaient un potentiel de rebond. Il y a eu beaucoup d'opportunisme et surtout de calme par rapport à la baisse des marchés. Ça, c'est intéressant de faire la comparaison avec 2008. En 2008, il y avait une panique générale, les marchés s'effondraient, les gens vendaient au plus bas, ils n'écoutaient pas forcément leurs conseillers. Finalement, il y a 12 ans qui est passé, il y a une éducation financière qui a été faite, je pense notamment par les conseillers en gestion de patrimoine auprès de leurs clients, qui leur ont expliqué, mais vous avez des fonds d'action parce qu'on est placé sur le long terme, que ce soit dans un contrat d'assurance vie, des PERP, des Madelins ou des PER aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'il y a une baisse de la bourse qu'il faut vendre à ce moment-là. Si vous avez besoin d'argent, ne vous inquiétez pas, on l'a prévu. Il y a les fonds euros qui sont disponibles, les fonds garantis. Et c'est ça le grand changement qu'il y a eu en 2020, parce qu'elle a tout à fait raison, c'est que les clients n'ont pas du tout paniqué comme en 2008. Ils ont même, pour certains, saisi des opportunités, c'est-à-dire qu'ils ont dit, mais finalement, c'est le moment de dynamiser mon portefeuille, de vendre mes fonds obligataires ou mes fonds euros et d'acheter des fonds actions ou des ETF. Et ça, c'est un immense changement, parce que les gens, maintenant, ont parfaitement compris que les actions, c'est pour le long terme et qu'il n'y a rien à craindre d'une baisse à court terme. Et globalement, ils ont été, je pense, aussi très bien conseillés par leurs conseillers en gestion de patrimoine, puisque je vous disais qu'on a eu beaucoup de sollicitations de clients particuliers. On a eu aussi beaucoup de sollicitations de conseillers en gestion de patrimoine qui voulaient effectivement saisir ces opportunités parce qu'ils avaient aussi très bien compris l'enjeu et donc ils voulaient faire profiter leurs clients
de cette baisse des marchés pour leur conseiller de rentrer. Et cette appétence pour le risque, elle est là pour durer quelques temps. Et juste un point sur les CGP. Et ce sera le mot de la fin. Nous, on sonde tous les ans les CGP au travers de notre baromètre de la profession de CGP. Et on a vu effectivement la satisfaction des clients, le taux de satisfaction vis-à-vis de leur CGP monter. Ça veut dire qu'ils ont été vraiment bien accompagnés, bien conseillés pendant la crise. Bien, merci messieurs d'avoir participé à cet atelier débat. Merci Pascal Perrier, merci. BNP Paribas Cardiff, Jérémy Tubiana, Lyxor ETF et Julien Serraki, président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle ISR, investissement socialement responsable. À tout de suite. Retrouvez toutes les infos sur spécial-patrimoine-placement.com.